Ce que tu fais quand quelqu'un s'approche trop près, quand tu demandes pardon d'exister, quand au milieu d'une crise tu deviens froid, automatique, presque robotique, et si ce n'était pas une particularité de ta personnalité, et si c'était une cicatrice, pourquoi ton corps continue-t-il à réagir comme si le danger n'était jamais parti? Pourquoi le repos te fait-il te sentir coupable et le chaos t'est-il familier? Reste, car ce qui semble normal pourrait n'être qu'une survie déguisée, hein. Tu le fais presque sans t'en rendre compte. Tu demandes pardon avant de parler, tu demandes pardon de poser une question, tu demandes pardon d'occuper un siège, d'avoir besoin d'aide, de simplement être là. Pardon, puis-je, non, pardon de déranger. Pardon, c'est une bêtise. Eh bien, ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la gentillesse, c'est quelque chose de bien plus profond. Ce comportement a un nom en psychologie, le phoning, soumission d'une réponse au trauma. C'est la quatrième F avec la lutte, la fuite et la figuration. Quand tu ne pouvais pas échapper au danger et que l'affronter n'était pas une option, ton cerveau a appris une autre stratégie, devenir petit, complaisant, invisible, être ce que le danger avait besoin que tu sois pour survivre. Un enfant qui apprend qu'exprimer ses besoins provoque de la colère cesse d'avoir des besoins. Un adulte qui a appris que parler apporte des punitions apprend à s'excuser avant même d'ouvrir la bouche, et même si aujourd'hui le danger n'est plus là, ton système nerveux continue d'agir comme si chaque interaction était une menace potentielle. Ton chef n'est pas celui qui t'a fait du mal, la personne devant toi n'est pas ton agresseur, mais ton corps ne le sait pas. Pour ton système nerveux, le passé est encore en train de se dérouler. C'est pourquoi tu te recroquevilles, c'est pourquoi tu baisses la voix, c'est pourquoi tu atténues ta lumière avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. Et oui, c'est épuisant, vivre en demandant pardon pour le simple fait d'être humain, pour respirer, pour exister, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'à l'époque, c'était le moyen le plus sûr de rester en vie. Quand tout s'effondre, pas toi, il y a un accident, une inondation, un appel inattendu, une perte soudaine pendant que les autres paniquent. Toi, tu t'actives, tu penses clairement, tu prends des décisions, tu appelles qui il faut appeler, tu fais ce qu'il faut faire. Les gens te disent que tu es ce fort, que tu es imperturbable, que tu gères très bien la pression, mais il y a une vérité inconfortable derrière ce calme. Tu n'es pas calme parce que tu es zen, tu es calme parce que le chaos t'est familier. Pour beaucoup de gens, une urgence est quelque chose d'exceptionnel. Pour toi, c'est un terrain connu. Ton système nerveux s'est formé dans la crise. Il a bien ou appris à fonctionner quand tout était instable, imprévisible, dangereux. C'est pourquoi, dans des situations extrêmes, ton corps ne s'altère pas. Il y est déjà allé avant, ton cerveau a déjà vécu le pire scénario possible, et quand le pire réapparaît, il sait exactement quoi faire. Le problème est le prix que tu paies pour ça, car ce même esprit, qui peut gérer un incendie à 5 alarmes, peut s'effondrer si quelqu'un élève légèrement la voix ou change de ton soudainement. Ce n'est pas incohérent, c'est un trauma, ta fenêtre de tolérance n'est pas normale, par moments, elle est immensément large, à d'autres dangereusement fragile. Tu ne devrais pas avoir à être si bon pour survivre. Ce n'est pas admirable, c'est triste. Cela signifie que ton corps a appris trop tôt qu'être en alerte constante était la seule façon de rester en sécurité, et cet état d'alerte permanent, même s'il te sauve aujourd'hui dans les crises, est l'une des raisons profondes pour lesquelles tu vis épuisé. Tu as des choses gardées au cas où, de la nourriture que tu ne mangeras probablement jamais, des chargeurs de rechange, des objets en double, de l'argent caché dans des endroits étranges, non pas parce que tu es prévoyant, mais parce qu'une partie de toi vit avec la peur constante de ne plus rien avoir, sans ressources, sans soutien, sans sécurité. Il ne s'agit pas d'organisation ni de préparation, il s'agit d'un sentiment profond de pénurie. Quand, à un moment de ta vie, il a manqué quelque chose d'essentiel, sinon manqué une nourriture, il y a stabilité, affection, protection, comme ton cerveau a appris une leçon claire. Ne plus jamais manquer de rien. Les psychologues appellent à cela la thésaurisation des ressources. Les animaux le développent quand ils ont souffert de la faim. Les humains quand ils ont été abandonnés. Tu n'es pas avare, tu as peur. Ce billet caché ne représente pas de l'argent, il représente du contrôle. Il représente l'illusion que si tout se brise à nouveau, tu auras au moins quelque chose entre les mains, quelque chose qui te permettra de résister un peu plus. L'ironie est cruelle, plus tu accumules, moins tu te sens en sécurité car le danger n'est plus à l'extérieur. Il est à l'intérieur, c'est cette alarme qui ne s'éteint jamais. Ce système nerveux qui continue d'attendre la prochaine catastrophe et aucun objet, aucune réserve, aucun plan d'urgence ne parvient à le calmer complètement. C'est pourquoi tu continues à thésauriser, non pas pour mieux vivre, mais pour te sentir moins impuissant, même si ce sentiment de sécurité n'arrive jamais complètement.
Quelqu'un t'offre de l'aide et au lieu du soulagement, tu ressens de la tension. Tu commences à calculer mentalement comment rendre l'appareil, quand, comment, à quel prix. Si quelqu'un t'invite à un café, tu le notes. Si on te donne un coup de main, tu sens que tu viens de signer une dette invisible. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de la vigilance. Ton cerveau a appris que l'aide n'était jamais gratuite, qu'elle venait accompagnée de conditions, de reproches, de manipulations ou de culpabilité. Il a appris qu'accepter quelque chose signifiait être exposé, vulnérable, désavantagé. Alors maintenant, il interprète la gentillesse comme un piège. Chaque geste aimable est un cheval de Troie. Chaque faveur, une obligation future. C'est pourquoi tu préfères tout faire seul, supporter plus que tu ne peux, dire je vais bien même quand ce n'est pas le cas. Parce qu'au moins, ainsi, personne ne peut te rappeler que tu lui dois quelque chose. Au moins, ainsi, tu maintiens une illusion de contrôle, d'indépendance, de sécurité. Le plus douloureux est dès que la gentillesse authentique existe. Il y a des gens qui aident sans rien demander en retour, mais ton système nerveux ne peut pas le croire. Oh, non pas parce que tu es méfiant, mais parce qu'une fois, faire confiance a eu des conséquences. Alors, tu refuses l'aide non par orgueil, mais par peur. Et cette peur, soutenue jour après jour, pèse aussi. Elle pèse autant que toutes les choses que tu portes seul, sans permettre à personne de les soutenir avec toi. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu en dis trop, trop vite, soit tu ne dis rien du tout. Tu rencontres quelqu'un de nouveau et en quelques minutes, il connaît déjà ton histoire, tes blessures, et tes peurs les plus profondes, comme si lancer ta douleur était la seule façon de créer un lien réel. Ou tu fais le contraire, tu passes des années avec des gens qui ne savent presque rien de toi, pas même l'essentiel, tu deviens un coffre-fort émotionnel, ce n'est pas une excentricité de caractère, c'est une réponse au trauma. Quand tu n'as jamais appris ce que sont les limites saines, prenons un moment, ton système d'attachement se dérègle. Le partage excessif naît d'un besoin désespéré de connexion, de l'espoir que si quelqu'un voit toute ta douleur d'un coup, il restera peut-être. Peut-être qu'il comprendra, peut-être qu'il ne partira pas. Tout fermer, en revanche, naît d'une leçon plus dure. La vulnérabilité est dangereuse. Si t'ouvrir une fois a abouti à la trahison, à l'humiliation ou à l'abandon, ton esprit a construit une forteresse. Mur haut, porte fermée, personne n'entre, personne ne voit, personne ne peut te faire du mal à nouveau. Les deux extrêmes sont épuisants, les deux mènent à la même solitude. Car la connexion authentique n'a lieu dans aucun des deux, elle a lieu dans l'espace intermédiaire, en partageant petit à petit, en te sentant en sécurité pendant que tu te montres, en régulant ce que tu donnes et ce que tu gardes. Le problème, c'est que ce juste milieu ne t'a jamais été enseigné, alors tu vas d'un extrême à l'autre, cherchant une proximité que tu ne sais pas maintenir, non pas parce que tu n'es pas capable d'aimer, mais parce que tu as appris à survivre avant d'apprendre à t'attacher. Tu pousses les gens pour voir s'ils restent. Tu provoques des discussions sans t'en rendre compte, tu te tais soudainement pour vérifier si quelqu'un va te chercher, tu t'éloignes juste pour voir si l'autre se bat pour rester. De l'extérieur, cela peut sembler contradictoire, voire nuisible, mais ce n'est pas de la toxicité, c'est de la terreur. Quand toutes les personnes qui devaient rester ont fini par partir, ton cerveau a créé un système brutal de protection, une sorte de contrôle qualité émotionnelle, une voix interne qui murmure laisse-moi lui faire du mal d'abord avant qu'il ne me le fasse ». Une autre qui insiste voyons si celui-ci va aussi m'abandonner ». C'est ainsi que naît une prophétie autoréalisatrice. Tu imposes des épreuves impossibles, tu exiges des signes constants, tu tires sur la corde jusqu'à ce que quelqu'un se fatigue et parte. Et à ce moment-là, ton esprit dit « Tu vois, j'avais raison, personne ne reste ». Mais ce n'était pas vrai, ils ne sont pas partis parce que tu n'étais pas digne d'amour, ils sont partis parce qu'ils étaient épuisés. Au fond, tu es convaincu que tu n'es pas suffisant, que tôt ou tard, tout le monde verra quelque chose de défectueux en toi et partira. Alors tu recrées l'abandon avant qu'il ne se produise, parce qu'au moins ainsi, ça fait un peu moins mal. Au moins cette fois, tu as l'impression d'avoir le contrôle. Ce qui est tragique, c'est que dans ce processus, tu éloignes parfois des personnes qui auraient pu rester, des personnes qui n'avaient pas besoin de preuves, seulement de sécurité, mais ta peur à parler plus fort. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que ton système nerveux continue de vivre dans un passé où aimer signifiait perdre. Te reposer te met mal à l'aise, t'asseoir sans rien faire te rend nerveux. Essayer de te détendre ne te calme pas, ça active ton anxiété. Même un seul jour de congé peut te faire sentir inutile, improductif, comme si tu manquais à quelque chose d'important. Tu n'es pas un workaholic, tu fuis quelque chose. Pour beaucoup de survivants, l'immobilité n'a jamais été sûre. Quand tu arrêtais de bouger, les pensées te rattrapaient, les émotions remontaient à la surface. Les souvenirs commençaient à apparaître par les bords, alors tu as appris à te tenir occupé.
Toujours en faisant, toujours en avançant, toujours fatigué, la productivité est devenue ton anesthésie, l'épuisement, ta preuve de valeur. Quand tu étais plus jeune, tu ne recevais peut-être de la reconnaissance que lorsque tu étais performant. Peut-être que l'immobilité te rendait vulnérable, peut-être que le silence était dangereux. Ton cerveau a tout enregistré et maintenant, même quand ton corps réclame une pause, ton esprit crie plus fort. Continue, ne t'arrête pas, bouger, c'est survivre. C'est pourquoi se reposer ressemble à une menace, comme si ralentir pouvait ouvrir une porte que tu maintiens fermée depuis des années. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est de l'autoprotection. Ton système nerveux croit encore que si tu t'arrêtes, quelque chose de terrible va t'atteindre, et vivre ainsi, sans permission de s'arrêter, épuise profondément. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu fonctionnes en mode survie depuis trop longtemps. Quelqu'un te regarde dans les yeux une seconde de trop et quelque chose en toi se contracte. Ce n'est pas de la simple timidité, ce n'est pas un malaise social, c'est une sensation viscérale, comme si tu étais exposé, nu, comme si cette personne pouvait voir toutes les fissures que tu essaies de cacher. Ça te tord les tripes, ça t'oblige à détourner le regard. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme et quand l'âme a été envahie, blessée ou trahie, on apprend à fermer les rideaux. Beaucoup de personnes ayant vécu un trauma développent ce qu'on appelle l'aversion au regard. Regarder directement quelqu'un dans les yeux exige de la vulnérabilité, exige de la confiance, exige un sentiment de sécurité qui, à un moment donné, t'a été arraché. Si dans le passé, être vu a signifié être jugé, contrôlé ou blessé, ton système nerveux a appris à éviter cette exposition à tout prix. Tu n'es pas impoli, tu ne caches rien, tu te protèges, car la dernière fois que quelqu'un t'a vraiment regardé, ce n'était pas pour prendre soin de toi. Détourner le regard est une façon silencieuse de te protéger, de ne pas offrir plus que ce que tu peux, de préserver un espace interne qui n'a pas été protégé pendant longtemps. Ce n'est pas un échec social, c'est une réponse apprise. Et même si aujourd'hui tu n'es plus en danger, ton corps agit toujours comme si tu l'étais, car pour le système nerveux, la sécurité ne se mesure pas en mots, mais en expérience. Parfois, tu te regardes dans le miroir et quelque chose ne colle pas. Tu vois ton reflet, mais tu ne te reconnais pas entièrement. Pendant un instant fugace, une question traverse ton esprit. Qui est cette personne? Tu te sens déconnecté de ton propre corps, qui mène comme si tu le pilotais seulement de loin, comme si tu ne l'habitais pas complètement. Ceci s'appelle la dissociation. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une bizarrerie. C'est le siège éjectable d'urgence de ton cerveau quand la réalité est devenue trop douloureuse, quand être présent signifiait souffrir plus que tu ne pouvais le supporter. Ta conscience a appris à s'éloigner, à partir un peu, à se déconnecter juste assez pour continuer à fonctionner. Le corps se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier, comme l'a écrit Bessel van der Kolk, le corps garde la trace et parfois ce corps ressemble à un endroit où tu ne veux pas retourner car y sont stockées des expériences qui n'ont jamais été traitées en toute sécurité. Alors tu t'en sépares, tu l'observes de l'extérieur, tu te maintiens à distance, que tu n'es pas brisé, tu es adapté. Ton cerveau a fait exactement ce qu'il fallait pour te maintenir en vie. La dissociation n'a pas été un choix conscient, ce fut une solution d'urgence, une forme de protection quand il n'y avait pas d'autre issue, mais maintenant le danger n'est plus là. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps de revenir petit à petit, de te réhabiter avec soin, de te reconnaître à nouveau non pas comme quelqu'un de défectueux, mais comme quelqu'un qui a survécu alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces comportements, il n'y a rien de mal en toi. Tu n'es pas défectueux, tu n'es pas faible, tu n'es pas excessif, tu es quelqu'un qui a appris à survivre dans un environnement où se sentir en sécurité n'était pas une option constante. Chacune de ces habitudes, elle est aussi inconfortable soient-elles aujourd'hui, a eu une fonction claire à l'époque. Elles t'ont protégé, elles t'ont maintenu debout quand il n'y avait pas d'autre alternative. Le problème n'est pas que ton système nerveux ait réagi ainsi, le problème étant qu'il continue de réagir de la même manière quand le danger n'est plus présent. Ton corps ne fait pas la distinction entre passé et présent s'il ne lui a jamais été appris qu'il est maintenant sûr de baisser sa garde. C'est pourquoi tu répètes des schémas dont tu n'as plus besoin, c'est pourquoi tu te fatigues tant, c'est pourquoi parfois tu as l'impression de vivre en mode automatique. Reconnaître que ces réponses n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Les nommer, c'est commencer à t'en séparer. Non pas pour te forcer à changer, mais pour te comprendre avec plus de compassion, car guérir ne consiste pas à effacer le passé, mais à enseigner au corps qu'il n'a plus à vivre en guerre. Tu n'échoues pas en réagissant ainsi, tu te souviens, et petit à petit, tu peux apprendre quelque chose de nouveau qu'aujourd'hui, ici et maintenant, tu n'as plus à survivre pour mériter d'exister.